Nous sommes ravis d'être présents et nous vous remercions, notamment Jean-Paul, de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir d'être là. Là. Donc on va vous présenter une recherche balbutiante, tâtonnante, à ses débuts en fait, puisque le dernier recueil de données remonte à début janvier. Donc... mais du coup, ça va être un petit peu les petites réflexions qui nous agitent. Et puis, il y a quand même quelques chiffres. Donc moi, je fais de la recherche de la même façon qu'un archéologue. Je travaille sur des vestiges, des restes du discours que je dois souvent mettre au jour par la fouille. Je trouve l'équivalent d'ossements, de morceaux de poterie dépareillés, de pièces de monnaie oxydées, d'épées ébréchées, de fragments de tablettes d'argile. L'ensemble de ces artefacts relève d'un contexte spécifique, local, qui peut éclairer une époque, une manière de faire et, pour ce qui nous concerne, une façon de penser ou de pratiquer le soin. Je prospecte et je fouille, puis j'étudie les fragments ramenés à la lumière. C'est ainsi qu'au décours d'une formation à l'entretien infirmier, j'ai ramené à la lumière 69 questionnaires de patients traitant de leur perception de l'entretien infirmier. Il me faudra donc décrire le contexte de cette trouvaille, ainsi que la façon dont nous l'avons exploité et dont nous l'exploitons, tant dans le registre de la formation, qui était pas mal abordé ce matin, que dans celui de la recherche elle-même. En somme, faire se croiser un processus empirico-inductif avec un processus hypothico-déductif, fondé sur une certaine convergence des sources et une herméneutique minimale. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Déjà... Merci de votre attention. Voilà, j'ai pas participé à la table ronde méthodo, mais je crois que... Bon... Donc le champ dans lequel j'interviens n'est pas l'archéologie, mais le soin. Donc vous savez que maintenant il y a une nouvelle discipline, la discipline du soin, donc que je me suis attelé à définir, et donc vous pouvez la lire sur le PowerPoint. Donc est-ce que l'entretien infirmier rentre dans les catégories des sciences du soin ? Donc oui, on peut dire que l'entretien en psychiatrie relève bien du soin tel que nous l'avons défini. C'est un dispositif qui vise à prévenir, accompagner, soulager, intégrer et dépasser la souffrance psychique d'un individu, voire d'un groupe. Il se définit par le contexte dans lequel un soignant agissant en tant que professionnel propose un temps d'écoute et d'élaboration à un sujet en souffrance. Cet entretien répond à un objectif auquel adhèrent les deux partenaires, repose sur des interactions qu'il est possible d'analyser à partir d'une grille de lecture théorico-clinique. Il admet 4 dimensions, une dimension technique, qui va être travaillé en IFSI, puis sur le terrain, et ensuite en formation continue. Une dimension relationnelle, qui est susceptible d'être élaborée en analyse des pratiques ou en supervision. Éducative, les attentes du professionnel formatent d'une certaine façon les réponses du sujet et contraignent en retour le soignant. Et sociale, en termes d'échange, d'effets produits et de réalisation. Cet exposé se limitera à présenter les réflexions sous-tendues par une recherche de type archéologique portant sur la perception par les patients de l'entretien infirmier. Nous décrirons le contexte de formation qui permit sa mise à jour, puis présenterons les différentes façons qu'ont 69 usagers de considérer l'entretien infirmier et comment il différencie entretien médical et entretien infirmier. Donc d'abord, quelques généralités sur l'entretien. Les entretiens médicaux ou infirmiers ne sont pas des pratiques très anciennes en psychiatrie. Le modèle de la visite médicale avec un psychiatre, entouré d'une cour d'internes, de surveillants et d'infirmiers, a longtemps prévalu. Le patient était alors considéré comme un objet de soin sur lequel chaque médecin ou apprenti médecin était amené à exercer sa sagacité. Chaque matin, le psychiatre pouvait ainsi voir près d'une vingtaine de patients devant des infirmiers au garde à vous. Oui, Philippe, au garde à vous. La psychanalyse a balayé ce rituel et contribué à instaurer l'entretien médical tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au niveau infirmier, si l'entretien informel est attesté depuis des siècles, l'entretien en face à face est relativement récent. Les cahiers de la RLIP, ça nous ramène à 1974, le mentionnent et s'en réclament. Nous pouvons y lire que ces entretiens font partie également du travail de l'infirmier, mais ils ne se déroulent pas du tout de la même façon. Médecins et infirmiers n'étant pas du tout vécus de la même façon par le malade d'une part, et on verra que 50 ans après c'est toujours vrai. D'autre part, l'entretien que pourra avoir le malade avec l'infirmier pourra aussi bien avoir lieu en prenant un pot au bar,
en aidant le malade à faire sa chambre, en allant faire ses courses dehors avec lui. Il y aura toujours un moment propice dans la journée, un moment plus favorable parce que plus chaleureux. Et là, on retrouve tous les travaux de Jean-Paul et de sa collègue dans cet aspect-là. La notion d'entretien, que ce soit d'entretien d'accueil ou à visée psychothérapique, est totalement absente du décret de juillet 84 relatif aux actes professionnels, etc. etc. L'entretien d'accueil n'apparaît officiellement qu'en 1986. Dans le glossaire du guide infirmier numéro 1, il est défini comme un dialogue entre l'infirmière et le patient dans les heures qui suivent l'admission en service hospitalier ou dès la première rencontre en service extra-hospitalier. Mais là, il vaut pour toutes les spécialités. Il faut attendre 1991 et l'apparition du guide du service de soins infirmiers consacré non pas à la psychiatrie, mais à la santé mentale, pour qu'une dimension psychothérapique soit rajoutée au rôle infirmier. Dimension psychothérapique sur prescription, pas inscrite dans le cadre du rôle propre. Dans son mémoire de maîtrise de recherche clinique, soutenu en 1998, Anne-Marie Lerlou se demandait s'il fallait considérer l'entretien infirmier en psychiatrie comme un mythe ou comme une réalité pratique partagée. La question méritait d'être posée. Nombre de psychiatres à l'époque considéraient les infirmiers comme des exécutants et s'opposaient vigoureusement à toute initiative infirmière. Oui, Philippe. Les petits docteurs, c'est ainsi que les infirmiers eux-mêmes nommaient par dérision ceux qui se risquaient à recevoir des patients dans un bureau pour les écouter. Après avoir analysé les réponses aux 272 questionnaires recueillis, Lerlou attestait l'existence de pratiques très diverses dont le contenu était riche mais flou. Si les soignants exerçant en ambulatoire, CMP, centre d'accueil, etc., proposaient régulièrement des entretiens avec des procédures stabilisées, il n'en allait pas tout à fait de même dans le temps plein hospitalier. À l'hôpital, de simples conversations, des échanges informels, des recadrages où la participation plus ou moins silencieuse des infirmiers aux entretiens médicaux étaient identifiés comme des entretiens. Face à ce constat, Anne-Marie Lerlou et donc son compère Emmanuel Digonnet décidèrent de rédiger un ouvrage qui se voulait une première réflexion sur l'entretien infirmier, ce qu'il est, où et comment il se pratique. Loin de vouloir édicter des règles définitives, donc des protocoles, il voulait amener le lecteur à se poser la question « Qu'est-ce que je fais là, face à face, avec un patient ?» Donc, 4 autres professionnels du même établissement, Nathalie Bauzé, Christian Ribac et collaborateurs, partant de leur expérience des entretiens de crise et analysant leur contenu et leur forme, publièrent 2 ans plus tard un autre ouvrage, tout aussi pratique, mais rattaché au courant des thérapies familiales systémiques. D'autres livres furent publiés sur l'entretien infirmier. Leurs auteurs n'étaient pas infirmiers, à l'exception de Aguilera et de Chalifour, tous 2 anglo-saxons. Les ouvrages ne traitaient en réalité que de la vision médicale du travail réalisé par les infirmiers en entretien. J'accepte toujours Aguilera et Chalifour. Quels que soient les défauts de ces différents ouvrages, ils n'en ont pas moins permis aux infirmiers qui le désiraient de se former aux entretiens et de s'en approprier la pratique. Ainsi, au cours de ces années 98-2007, les infirmiers avaient à leur disposition plus d'10 dizaine d'ouvrages, sans compter les rubriques et les dossiers qui étaient consacrés dans les revues professionnelles, ni les carnets offerts par les laboratoires. Cette rage éditoriale, assez exceptionnelle dans l'histoire des soins infirmiers en France, ne pouvait que se traduire par une boulimie de formation, d'autant plus que les auteurs de ces ouvrages proposaient ou réalisaient eux-mêmes des formations à l'entretien infirmier. Le drame de Pau en 2005 va encore accentuer ce mouvement. Pau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où un patient a décapité une infirmière et une aide-soignante. Donc, il a donné lieu à des formations de consolidation des savoirs infirmiers en psychiatrie et le tutorat. Ce qui remontait, c'était l'absence de formation des infirmiers, et notamment dans les problématiques de violence. Donc, on a mis en place une formation de 15 jours et le tutorat. Donc, ces formations, financées par l'État jusqu'en 2009, ont aussi pris la plupart en compte une formation à l'entretien infirmier. Donc les jeunes infirmiers qui intégraient le champ de la psychiatrie et les tuteurs qui les accompagnaient bénéficièrent de formations et de réflexions sur leurs pratiques qui faisaient la part belle à l'entretien. La mise en place de la démarche qualité, donc à partir de 1996, pour les établissements les plus avancés, puis de la certification, aurait par ailleurs
dû mettre l'accent sur des pratiques qui privilégient l'écoute et cherchent à contenir les troubles du comportement avec de la présence, des mots plutôt qu'avec des murs et des sangles. Autant que je sache, la certification ne prend pas en compte le nombre d'entretiens proposés par les soignants. Ce mouvement aurait donc dû se traduire sur le terrain par une appropriation grandissante de l'entretien infirmier. Donc, à l'instar de nombreux auteurs que j'ai cités plus haut, j'ai animé des formations d'entretien infirmier. Les plus anciennes remontent aux années 96-2000. Ces formations se déclinaient alors en 10 jours, à raison d'une journée par mois. Elles pouvaient durer une année universitaire. La matinée était consacrée aux aspects théoriques et l'après-midi à la pratique à travers des situations d'entretien apportées par les stagiaires. Les allers-retours entre la formation et le terrain étaient d'une grande richesse. Cette façon de procéder permettait aux stagiaires de progresser réellement. Ils pouvaient ainsi s'approprier la démarche. Progressivement, le nombre de jours consacrés à la formation a diminué. Au cours des années 2000-2010, il s'est stabilisé à 5 jours, soit 2 fois moins. La possibilité de diviser la formation en 2, voire 3 niveaux contrebalançait la perte initiale. À partir de 2010, le nombre de jours de formation a encore diminué. Il n'est aujourd'hui pas rare, je sais qu'il y a des organismes qui font plus longtemps, mais il y a une tendance générale à avoir des formations à l'entretien infirmier en 2 jours. Aucun 2e ou 3e niveau ne vient équilibrer les pertes en contenu. Cette diminution drastique du nombre de jours de formation est induite par les institutions elles-mêmes. Les organismes de formation sont contraints de se plier à la demande sous peine de perdre le marché. Les plus engagés sur le terrain clinique refusent de se prêter à ce chantage économique, mais alors on fait appel à de gros organismes qui vendent des formations au kilo. Les formateurs connaissent à peine le champ et certains n'ont même jamais rencontré de patients psychotiques. Que le nombre d'entretiens proposés aux patients diminue ne saurait alors être une surprise. Dans ses rapports, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ne se fait d'ailleurs régulièrement l'écho de ce petit nombre d'entretiens proposés. Dans ce contexte, le positionnement du centre hospitalier de Sevré tranche par l'importance des moyens mobilisés pour permettre aux infirmiers de se former à l'entretien. Stéphane Moriconi, qui en est le maître d'œuvre, va nous présenter sa démarche. Ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Normalement, j'ai la voix qui porte, mais ouais, ça me fait loucher aussi. Oui, c'est pas pratique quand même. Il faut être toi aussi, il faut vraiment être en face, mais quand on est en face, ça surprend. Donc, mais ouais, ça, ça c'est bien. Merci. Est-ce que ça marche? C'est bien, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Non? Ça nous sera décompté? Oui. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Génération X. S, bref. Donc, merci Jean-Paul, j'en profite, merci de me permettre d'être là. Donc, je vais rapidement me présenter et rapidement vous présenter le contexte de ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, moi, au CHS de Sevré, je suis depuis 2016 infirmier spécialiste clinique, c'est-à-dire que j'ai suivi un cursus de master de sciences cliniques en soins infirmiers. Pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit hier, aujourd'hui, il s'appelle master en sciences cliniques en soins paramédicaux. Je suis dans l'attente aussi d'une validation des études supérieures pour le DE-IPA. Et pour vous présenter rapidement le CHS de Sevré, le CHS de Sevré se situe dans la périphérie de la ville de Chalon-sur-Saône. Il couvre le territoire de santé Nord-Saône-et-Loire, ce qui représente à peu près 2/3 du département, environ 362 000 habitants. Donc il y a 6 ans de cela, le CHS de Sevré a décidé d'inscrire un axe fort dans son projet de soins, celui de promouvoir le raisonnement et la démarche clinique dans la prise en charge individuelle du patient et dans le travail d'équipe au CHS. Dans ce cadre, et parmi les moyens qui ont été envisagés, le recrutement et la formation universitaire d'un infirmier étaient prévus pour justement la mise en place et l'articulation d'actions et de stratégies afin de déployer une volonté, une mise en action pour accompagner l'appropriation du raisonnement clinique infirmier. Ainsi, poser les questions, toujours se re-questionner sur l'engagement, sur le sens, sur ce qu'est le soin, sur l'informel, sur le rôle autonome, sur l'expertise soignante, sur les sciences infirmières, sur les sciences de l'infirmier, bref.
Toutes ces questions sont inhérentes à ce raisonnement qui a été celui de l'établissement. La volonté du CHS de Sevré est d'accompagner les soignants vers une élévation, un investissement du rôle autonome, ainsi une reconnaissance de leur expertise, de notre expertise et la place de l'infirmier en psychiatrie. Dans ce contexte, le profil de mon poste se décline ainsi. Mon positionnement dans l'établissement est transversal, c'est-à-dire que je dépends directement de la direction des soins et d'aucun pôle de santé de l'établissement. J'interviens en tant que personne ressource dans le cadre de l'expertise clinique infirmière, au sein de différentes commissions ou instances, dans des groupes de travail. Mes missions et mon champ d'intervention se déclinent essentiellement autour du raisonnement clinique infirmier, vous l'avez compris, sa traçabilité, l'éducation thérapeutique du patient, le partage d'expertise, la consultation de deuxième ligne, la recherche, etc. Mais également une présence au niveau de la formation continue, que ce soit dans la conduite d'actions de formation sur l'établissement ou en dehors, ou que ce soit dans l'intervention, dans la conception et l'évaluation des cahiers des charges, en lien avec mes missions. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, justement, c'est cet aspect de la formation. Ainsi, ce levier d'intervention auquel j'ai accès me permet une concrétisation de mes missions au regard de la demande institutionnelle et de mes choix d'orientation. Accompagner le discours par des actes est indispensable. Ne pas être seulement dans une démarche de demande et d'attente, mais accompagner les besoins, être acteur du changement. En l'occurrence, accompagner le raisonnement clinique, favoriser la reconnaissance et inviter à investir le rôle autonome infirmier. Dans ce rôle autonome, l'entretien clinique infirmier tient une place prépondérante. Comme l'a dit Dominique, les formations sur le sujet, un temps florissantes, ont perdu petit à petit de leur superbe et se sont raréfiées, rangées au même titre que d'autres formations dans un inventaire à la Prévert. Il a donc été nécessaire de remettre au premier plan l'entretien clinique infirmier et de demander de mettre particulièrement l'accent sur cette formation sur le plan institutionnel. Il fallait alors une formation qui ne soit pas du saupoudrage, mais qui s'inscrive dans la durée, avec une régularité, un temps suffisant. Cette demande a été totalement soutenue au niveau de l'établissement, que ce soit à la direction des soins ou à la commission de formation, avec un engagement fort. En l'occurrence, ma place, mon rôle, sont d'être à l'interface et pouvoir porter le projet de la mise en place de cette formation, en argumenter la nécessité, l'intérêt, le sens avec les objectifs institutionnels, mais également les attentes des soignants. Le travail de collaboration avec le cadre de santé, là aussi, prend tout son sens. Revenons donc à ces formations proposées sur le CHS de Sevré et animées, vous l'aurez compris, par Dominique, sur 5 jours. Nous avons fait le choix de les découper en 3 sessions, 2 fois 2 jours et une journée. À chaque fois, il se passait d'environ 1 mois. Le temps d'intersession est lui-même considéré comme un temps de formation où les stagiaires sont encouragés à expérimenter ce qui a été travaillé dans cette formation qui nécessite une très forte demande sur l'établissement. En 18 mois, il y a eu 5 sessions, 64 infirmiers formés. Il y a dans chaque groupe des soignants de l'intra-hospitalier, de l'extra-hospitalier, de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie adulte. Cela amène une richesse dans les échanges et permet de partager les expériences. Mon rôle est aussi de soutenir ensuite cette formation, en faisant remonter l'intérêt et la satisfaction des soignants, en accompagnant sur le terrain la mise en pratique des entretiens auprès des infirmiers qui le souhaitent. Soit par des temps qui sont proposés aux soignants avec des ateliers de raisonnement clinique. Les ateliers de raisonnement clinique ont pour objectif de prendre un temps entre pairs pour penser le soin, le contextualiser, l'analyser, analyser également le sens et l'action de soin, positionner le patient et le soignant au cœur des soins en abordant cette interaction et ce lien. Au cours de ces échanges, l'entretien clinique est bien sûr évoqué. Les reprises peuvent être diverses, concerner aussi bien le contenu que l'aisance, que la technique, peu importe, que d'aborder des situations complexes. Ces temps permettent également d'évoquer la traçabilité de ces actions. C'est intéressant d'ailleurs, en aparté à ce sujet avec Dominique,
quand on évoquait la traçabilité des entretiens infirmiers et du raisonnement clinique infirmier, on n'était pas tout à fait d'accord, mais nos échanges n'en étaient que plus riches et intéressants, puisque sur le CHS de Sevray, nous fonctionnons avec les transmissions ciblées. Donc bon, on va pas... Voilà, ça le fait tousser, mais on a quand même pu échanger autour de ça. C'est très enrichissant quand même, parce que la traçabilité, c'est quelque chose de très complexe. On ne va pas venir dessus, hein. On va forcément déjà être hors timing, donc on ne va pas en rajouter, mais c'est intéressant de s'enrichir des points de vue. C'est intéressant toujours d'en tirer quelque chose dans des avis différents. Alors l'accompagnement autour de l'entretien, il peut se faire aussi directement par une présence auprès des soignants, lors des entretiens, avec bien sûr l'accord du patient et sur demande du soignant. Ainsi, on peut aborder à chaud certains points, des difficultés rencontrées, un ressenti, des techniques. Ma présence sur le terrain auprès et à la demande des équipes, j'insiste beaucoup là-dessus, est très importante pour moi et concerne une grande partie de mon temps. Il est très important, ainsi, sur la durée, de voir l'effet de l'augmentation de la pratique de l'entretien infirmier et plus généralement de l'investissement des champs d'intervention qui sont les nôtres. Donc c'est cette démarche qui est conduite sur le CHS de Sevray, entre autres, remettre au premier plan le raisonnement clinique et l'entretien clinique infirmier. Donc ces formations, autour de cette formation, nous avons fait des bilans, nous avons repris, et de nombreux projets ont émergé. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'on maîtrise moyennement le PowerPoint, mais j'ai compris que ça pouvait nous permettre de gagner du temps, sauf quand il va vous rester 5 minutes en plus. Non. Hein, il reste 10 minutes 5 Non, parce qu'on a commencé en retard. Ouais. Justement, il faut le rattraper. Ah, il faut rattraper le retard. Ah, ben ça va. Vous voyez à quel point c'est chouette de travailler avec un IPA. Pas encore. Donc voici certains projets qui ont émergé de ces bilans de formation, mais le contenu même de la formation a été un déclencheur. Durant la formation, il est demandé par Dominique aux participants de faire un retour d'entretien effectué dans les unités. La qualité des comptes rendus de ces entretiens effectués a été telle qu'il est apparu dommage de ne rien en faire. Parmi les pistes envisagées, l'une d'entre elles concernait un domaine jusque-là peu traité, celui de la perception que pouvaient avoir les patients de l'entretien infirmier. Un questionnaire a été construit, a été proposé aux patients par les infirmiers, et devant le nombre important de retours et la richesse de ces retours, cela a ouvert la perspective d'un travail de recherche. Voilà où nous en sommes. Mobilisé par la formation à l'entretien clinique infirmier, j'avais au départ aucune intention de mener une recherche sur l'entretien. Bon, d'abord, je trouvais que j'étais trop vieux pour faire de la recherche. D'ailleurs, Madeleine me disait « Non, Dominique, tu ne vas pas encore faire une recherche à ton âge, tout ça. » Donc vraiment, je ne voulais pas faire de recherche. Donc, pour les raisons évoquées plus haut, je souhaitais simplement stimuler les soignants, leur fournir un prétexte pour les amener à rencontrer les patients, à les interroger et à mener un premier entretien qui, dans mon esprit, en amènerait d'autres. Il est impossible d'interroger un patient sur l'entretien sans ensuite lui proposer un entretien. Qu'est-ce que vous pensez de l'entretien? Puis si vous ne lui proposez pas des entretiens ensuite, vous avez l'air un peu con. Donc c'était un peu sur cet effet-là que je jouais. Une forme d'engagement tacite à cheval de Troie, quoi. Comme je le fais régulièrement en formation, j'ai donc élaboré un questionnaire destiné aux patients. Ce questionnaire, proposé par les infirmiers en formation, donc moi je n'avais pas de lien avec les patients, donc ce questionnaire explorait les représentations que les patients se font de l'entretien. Il invitait les patients à différencier l'entretien médical et l'entretien infirmier, à repérer le but des entretiens qui leur sont proposés, donc pas le but réel, mais le but tel qu'eux l'identifiaient, énoncer les contenus dont ils souhaitaient parler en entretien, et ce qu'était pour eux un entretien réussi. Le transfert des acquis de formation est autant lié, on le sait, à l'environnement de travail qu'à la satisfaction des stagiaires. Il est donc important de penser des dispositifs de formation qui modifient peu ou prou l'environnement de travail. Pour maximiser le transfert des apprentissages, il faut d'abord créer des situations qui facilitent l'application de ce qui a été appris en formation. Un infirmier qui questionne les patients est un infirmier qui s'engage vis-à-vis des patients d'abord et ensuite vis-à-vis de ses collègues. Il s'engage et donc se différencie du groupe équipe, ce qui ne va pas de soi.
La formation soutient cette différenciation et cet engagement. Un infirmier engagé qui se différencie est plus à même d'utiliser de nouvelles méthodes et donc de modifier sa façon de penser le soin. Il faut ensuite augmenter le sentiment d'efficacité de l'apprenant. C'est le travail effectué lors du retour au groupe en formation, quand on reprend les réponses des patients au questionnaire. Faire l'expérience d'un succès favorise la reproduction de ce qui a été appris. Je suis très cognitivo-comportementaliste, j'en ai bien conscience, ça ne me ressemble pas du tout, mais enfin bon, c'est pas mal. Le dispositif proposé correspondait à un triple objectif qui fut validé par les stagiaires. Les soignants les plus novices, et c'est intéressant, je pensais à tout ce qu'on a entendu ce matin, les soignants les plus novices ont privilégié le questionnaire, et les plus experts préférant ramener au groupe des situations d'entretien réelles pour en extraire la substantifique moelle. On rejoint tout à fait ce que tu disais ce matin, la différence entre novice et expert, et sur la contextualisation. Donc le dispositif repose sur quelques a priori que je vais détailler. J'avais également l'idée qu'interroger les patients sur le contenu des entretiens qui leur étaient proposés favoriserait leur réflexivité, soit ce que l'on nomme une position méta. La qualité de leur insight en serait améliorée. Ils ne seraient plus ceux qui subissent l'entretien, mais auraient un regard, le leur, sur cette situation particulière, et donc être en capacité d'exprimer des attentes. Un regard et des attentes. Ils en seraient alors davantage acteurs. En somme, j'avais une préhypothèse en tête. Lors du rassemblement qui suivit, il y eut 15 retours d'entretien. Avant toute analyse des réponses, ce nombre de retours montre que les collègues de Sevray ont investi positivement le formateur, donc moi en l'occurrence, et le dispositif de formation proposé. Je pense qu'on peut parler de transfert. On mesure également combien le positionnement de Stéphane et celui de la direction des soins de Sevray favorise la démarche d'appropriation de l'entretien par les infirmiers, puisque la démarche peut ensuite être reprise par Stéphane. Donc, on a analysé collectivement ces retours. Chacun décrivit à ce moment-là, à minima, le patient et le contexte dans lequel celui-ci fut interrogé. C'est donc la seule connaissance que j'ai des patients qui ont été interrogés, ce que les collègues en ont dit lors du retour. Les patients différenciaient ainsi très nettement l'entretien infirmier de l'entretien médical. Le retour positif des patients fut extraordinairement mobilisateur pour les soignants. Des réponses telles que « avec le psychiatre, on parle vite fait du traitement ». Avec les infirmières, on peut prendre le temps de parler de nous et de nos émotions. Ces phrases renforcèrent de fait le narcissisme professionnel des infirmières et contribua donc à leur investissement de la démarche. Il apparut assez vite qu'il serait dommage d'en rester là. Ainsi naquit le projet de recherche que nous vous présentons, et moi j'ai rajeuni de 10 ans. Proposer un questionnaire en formation n'implique pas que les soignants chargés de le mener adhèrent au projet. Il arrive que des premiers résultats dissuadent les soignants d'aller plus loin. Il en fut ainsi pour un questionnaire sur la sexualité proposé en 2015 à des patients hospitalisés dans une UMD du centre de la France. Les soignants désireux de proposer un programme d'éducation à la sexualité se heurtèrent aux représentations plutôt crues de patients privés de relations sexuelles depuis leur entrée dans l'UMD. Donc du coup, ils ont abandonné. Il arrive aussi qu'il soit tout simplement impossible aux soignants d'interroger les patients. Quand la parole ne circule pas dans un lieu de soins, les usagers se méfient et soit refusent de répondre, soit racontent ce qui leur passe par la tête. Dans tous les cas de figure, il n'est pas possible de traiter leurs réponses. Donc, ce ne fut pas le cas à Sevray. Le discours des patients nous a paru extraordinairement cohérent. Leur caractère transféro-contre-transférentiel est évident. Les patients avaient la possibilité de rajouter quelques commentaires en fin de questionnaire. On trouve ainsi des commentaires du type « Elle est super cette infirmière, et je l'adore ». Et merci à toute l'équipe, surtout pour leur dévouement, leur empathie et simplement leur présence parfois. On est en retard. Bon. Le registre des affects est présent dans la plupart des réponses, ce qui ne saurait nous étonner. Les patients sont interrogés par leurs soignants. Le chercheur, lui, est face à des réponses brutes. Il est contraint de se focaliser sur un contenu qui échappe à la plupart des variables. Il est comme un archéologue qui met à jour les restes de poteries très anciennes. Dispose-t-il des documents nécessaires à l'analyse de ces réponses ? Cette question des entretiens et de leur perception par les usagers n'est-elle pas trop limitée, voire trop banale, pour y consacrer du temps ? Pouvons-nous généraliser à partir d'une expérience très locale ? 5 patientes de l'UMD Femmes de Montfavet ont répondu au même questionnaire. L'écart entre les réponses obtenues dans les deux sites s'est avéré extrêmement intéressant. Les patientes hospitalisées à l'UMD n'ont évidemment pas le même profil psychopathologique que les patients interrogés à Sevray. Le délire était très présent dans les réponses UMD et quasi absent dans les réponses Sevray.
Donc du coup, c'est intéressant qu'il n'y soit pas. Cet écart confirme que les soignants de sevrés ont choisi en partie les patients interrogés. Il n'y a pas de raison de penser qu'on délire moins à sevrer qu'ailleurs. La fréquence des entretiens rapportés par les soignants dans le questionnaire le montre. Pour 44 patients, 62% des réponses, donc le dernier entretien remontait à 1 semaine, voire moins. Ce qui est quand même pas mal. Les réponses des patients sont donc aussi à entendre également dans un registre relationnel. Ils répondent à leurs soignants. Interroger les patients. Si les soignants ont parfois été interrogés sur leur pratique d'entretien, les patients en psychiatrie, en dehors de quelques mémorables travaux portant sur la psychothérapie, qui n'incluaient pas de patients hospitalisés, ne l'ont à notre connaissance jamais été. D'une façon générale, en France, en psychiatrie, on interroge peu les usagers. On se limite à des questionnaires de satisfaction rarement exploités. Vous savez, les trucs avec les visages. Les conditions de recueil sont suspectes et les icônes utilisées trop peu précises pour permettre une analyse de contenu. La sociologie de la santé, dans la continuité des travaux sur la représentation sociale, a contribué à faire bouger les lignes. Comment étudier la représentation de la maladie si l'on n'interroge pas ceux qui en souffrent ? L'éducation thérapeutique, la psychoéducation et la pérédance contribuent actuellement à une meilleure prise en compte du point de vue des usagers. Dans les années 90, les soignants-chercheurs membres de l'association CERPSI, Soins, Études et Recherches en Psychiatrie, ont interrogé les patients. Ainsi, ils se sont posé la question de savoir que savaient les patients sur leur traitement. Et ce qu'ils en ignorent correspond-il à ce que taisent les soignants ? Comment les patients hospitalisés ont-ils vécu leur séjour en chambre d'isolement ? Dans leur discours, l'isolement relève-t-il d'une démarche thérapeutique ou d'une punition dont les effets traumatiques affleurent ? Interroger les patients relevait donc d'une évidence. Leurs réponses permettent un décentrage. Les éventuelles critiques qui s'expriment sont mieux reçues par les soignants que celles qui émaneraient de la direction des soins, de l'encadrement ou de collègues, fussent-ils chercheurs. Comme nous l'avons vu, les éventuelles réponses positives vont droit au cœur des infirmiers et les revalorisent. Il ne suffit pas de recueillir leur témoignage, il faut l'analyser à partir de critères clairs qui renvoient aux soins et à la clinique. C'est un demi-lapsus, parce que vous allez voir que c'est aussi une histoire de sein. Dominique, je m'excuse, mais il va falloir vraiment accélérer. Bon. Donc, qu'est-ce qu'un entretien pour les patients ? Un entretien, ça sert à détromper ses erreurs. Ça m'apporte la vérité, un bien-être. C'est agréable, mais des fois, c'est tendu avec le docteur. On mesure combien il peut être difficile d'analyser les réponses au questionnaire. Il ne s'agit pas ici de corriger ces erreurs, ce qui pourrait être l'objectif d'un entretien d'éducation thérapeutique, mais de les détromper. Les erreurs apparaissent comme une réalité vivante, quasiment comme un personnage qu'il faut ramener à la raison. Les erreurs, une fois détrompées, le sujet peut avoir accès à la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il ? De ces petites vérités sur la maladie, ou le traitement, ou de la vérité avec un grand V, majuscule, celle qui sort toute nue du puits, qui fournit l'équation du monde, qui procure un bien-être ineffable ? Les patients définissent l'entretien de plusieurs façons. Une petite minorité, 8%, ne repère pas l'entretien comme une séquence de soins. Pour un quart des interrogés, essentiellement psychotiques, l'entretien sert à parler, à s'exprimer. À quoi sert l'entretien ? À parler. Le contenu importe ici peu. La parole et sa réception sont de purs actes, le sens n'y a pas sa place. Pour un autre quart, l'entretien sert à se vider, à vider son sac. L'entretien est réussi quand le sac est suffisamment vide. Évacuer ses peurs, ses angoisses. Déballer ce qui ne va pas, etc. Les émotions, les problèmes, les soucis apparaissent comme des sortes de métaux lourds qui pèsent sur l'estomac, sur les épaules. Parler permet de s'en décharger. Un autre quart, parmi lesquels les patients suivis en alcoolologie ou dans les unités de resocialisation, limite l'entretien à un échange d'informations. Le but de l'entretien est d'expliquer sa maladie, les symptômes, de s'en rendre maître. La vision du soin est une vision positive. On cherche des solutions, il suffit de le vouloir pour s'en sortir, réaliser son projet, etc., etc. Une autre minorité, 15%, davantage dans un registre névrotique, considère l'entretien comme un temps d'élaboration. Je cite, « Les entretiens infirmiers sont relativement proches des entretiens menés par le psychologue. Ils permettent d'éclaircir mes problèmes, on les classifie, cela permet de relativiser. C'est une continuité importante dans les soins. En cas de crise d'angoisse, de discuter fait redescendre la pression. »
Donc là, on n'a plus beaucoup de temps et là, c'est pas mon fort, mais de gagner du temps. Mais juste rapidement, hein, on va terminer pour revenir sur un point quand même qui est important, la différence de ce qui est ressorti, la différence entre l'entretien médical et l'entretien infirmier. Donc, dans le 19% des patients ne font pas la différence entre les deux types d'entretien. Un patient suivi au CMP déclare même ne jamais avoir eu d'entretien avec un psychiatre. D'une façon générale, les patients psychotiques en crise ou proches de la crise ne différencient pas ou peu les soignants entre eux. Ce sont tous des blouses blanches. Ils se confondent dans un environnement perçu comme hostile. Il faut préciser qu'il n'y a aucune obligation pour un patient suivi en CMP de voir un psychiatre. Oui, Il peut être entièrement suivi par les infirmiers. Ce n'est pas une critique de... Ah non, pas de critique. D'autres patients ont investi leur psychiatre. Les infirmières n'apparaissent dans leur discours que comme des extensions du psychiatre. Pareil, les infirmières ne font rien de plus. Pour les patients, l'entretien avec le psychiatre porte essentiellement sur le traitement et l'ordonnance, 30%. Avec le psychiatre, nous faisons plutôt un bilan de la semaine et du traitement. Une étude de ce type n'ayant jamais été réalisée en psychiatrie, il est difficile d'affirmer s'il y a une évolution des représentations du rôle du psychiatre. Une enquête publiée dans la revue Santé publique de 2015, qui avait pour thème « Relations médecins-patients en situation de précarité économique, point de vue des patients », montre que l'image du médecin traitant perçue par les patients était toujours très positive. Sa dimension humaine était décrite et ses qualités telles que le respect, le charisme, la compréhension, l'ouverture d'esprit ou encore la proximité affective étaient présentes. C'est comme une mère pour moi. La relation au médecin traitant était une relation de confiance basée sur une compétence reconnue parce qu'ils sont très sérieux. Ils sont bons dans leur domaine. C'est elle qui sait mieux que moi. Pour les patients, le médecin n'est pas un assistant social, mais un somaticien. Pour les maladies, c'est tout, et un prescripteur. Il me fait mon ordonnance, ça va. Il gardait cependant pour certains un rôle de soutien. Si vous avez un souci, elle nous aide moralement. Elle me donne toujours des conseils. D'une façon générale, le psychiatre, lui, est décrit comme celui qui décide, qui commande. Il peut accorder ou non les permissions. Il est déterminant quant à mon mode d'hospitalisation et des décisions prises. Ce sont les verbatims, bien sûr, des patients. Les entretiens sont plus ponctuels, plus brefs. Il n'a pas le temps. Le médecin est moins disponible, car il a plus de travail et beaucoup de patients. Quelques patients décrivent les entretiens avec le psychiatre comme étant plus techniques. Ils nous analysent plus profondément le comportement. Qu'il soit homme ou femme, à l'écoute ou non, le psychiatre peut être repéré du côté d'une fonction paternelle, un peu caricaturale. L'image qui apparaît est sans chair. Il est réduit à l'os. Aucune considération relationnelle ne vient qualifier la relation entre le patient et son médecin. L'image des infirmières est l'exact négatif de celle du psychiatre. L'entretien infirmier est davantage centré sur le quotidien et les activités que les soignants peuvent proposer. La relation est une relation de confiance. Je suis plus en confiance qu'avec le psychiatre. On peut se confier à l'infirmière. Les infirmières font un entretien à notre demande ou elles le proposent. L'infirmière, c'est pour parler. Elle écoute plus. On peut discuter longtemps. Avec les infirmières, ce sont plutôt des conversations d'ordre privé ou médical. Bref. Si le psychiatre disparaît derrière sa fonction, l'entretien infirmier disparaît derrière la présence des infirmières. L'infirmière est clairement décrite du côté maternel. Si aucun patient n'a dit « cette infirmière, c'est comme une mère pour moi », les paroles douces et réconfortantes, l'invitation à ne pas faire de bêtises, à se laver, etc., relèvent de la fonction maternelle. On retrouve 47 occurrences du mot « infirmière » contre 20 de son équivalent masculin. Le masculin est utilisé quand il s'agit de décrire une action. Les infirmiers interviennent dans l'appartement. L'infirmier, au présent, gère notre quotidien dans l'unité. Les infirmiers proposent des entretiens. Le féminin s'emploie essentiellement au pluriel, les infirmières, et s'accompagne le plus souvent de la préposition avec les infirmières. Elles apparaissent davantage comme un collectif, contrairement à ce que la situation d'entretien et les éléments transférentiels évidents pourraient faire apparaître. S'il y a bien du transfert dans les réponses des patients, c'est un transfert dissocié ou diffracté. Nous retrouvons le découpage classique qui constitue l'institution soignante, bordée entre cure et care, entre fonction paternelle du psychiatre et fonction maternelle de l'infirmière. Pour conclure, nous nous garderons bien de conclure justement à cette étape de la recherche. Nous sommes face à 5 représentations différentes de l'entretien.
non repéré comme séquence de soins, outil formel qui sert à parler, dont le contenu importe peu, outil d'évacuation de contenu qui pèse, outil d'information et de correction des erreurs, et enfin, outil d'élaboration psychique. Ces représentations impliquent des objectifs, des manières de faire, une relation et des évaluations naturellement différenciées. Les soignants en tiennent-ils compte dans leur technique d'entretien? C'est l'objet d'un travail en cours. Au niveau relationnel, pour les patients, les psychiatres apparaissent tournés essentiellement vers la prescription du traitement et la régulation des programmes de soins. Très peu de patients évoquent le travail de type psychothérapique, mené par un médecin, réduit à une fonction paternelle assez caricaturale, avec laquelle ils semblent peu en relation. Les infirmières apparaissent comme le collectif de celles à qui on se confie, émotions, problèmes. Elles sont perçues comme ayant suffisamment de temps pour écouter les patients et en capacité de réconforter. Cette fonction maternelle, abondamment décrite sur un plan relationnel, n'est tempérée par aucune critique, comme s'il n'y avait pas d'isolement dans les unités, comme si les patients n'étaient pas parfois contraints à prendre leur traitement, à se voir imposer une hospitalisation non souhaitée. On repère un clivage entre les deux fonctions. Le psychiatre relèverait du mauvais objet, alors que les infirmières, gentilles à l'écoute et prévenantes, seraient le bon objet. Il ne nous est pas possible de valider notre hypothèse à l'étape où nous en sommes. Pour passionnantes qu'elles soient, les réponses au questionnaire ne nous permettent pas d'affirmer que les entretiens améliorent la qualité d'insight des patients, ni qu'elles leur permettent d'occuper une position méta. Les réponses des patients sont pour l'instant davantage arrangées du côté de l'imaginaire que du symbolique. Elles montrent qu'interroger les patients sur leur perception d'un soin, de ceux qui le pratiquent, de ce qu'ils en attendent, est une démarche légitime. Ils ont quelque chose à nous dire que nous devons entendre si nous voulons progresser dans la connaissance du soin. Mais leur réponse nous renvoie à la complexité des aspects relationnels du soin et de ses représentations auprès de ceux qui le reçoivent, à défaut de pouvoir en être les acteurs. Merci. Merci Dominique, merci Stéphane. On va, afin de cadrer un peu le temps, on va prendre 2 questions si vous en avez. Jérôme qui en a une. Ah, Sanitaire, c'est pour toi. Ah, si, c'est bon, c'est toi. Moi, j'ai une remarque et une question auxquelles je n'attends pas de réponse forcément. Première remarque, vraiment très intéressant votre recherche, notamment sur le retour des patients, sur l'entretien en lui-même et sur infirmière, c'est vraiment intéressant, je pense que c'est vraiment à creuser. En tout cas, c'est une question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce que je dois écrire quand j'écris n'importe quoi d'ailleurs, infirmier ou infirmière? Et la réponse des patients, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. L'autre point, ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler, plutôt que de raisonnement clinique, de jugement clinique infirmier? Le jugement clinique permet de rajouter la dimension d'action et d'évaluation de ces actions par l'infirmière. Et voilà, c'est juste un point conceptuel. Après, oui, non, mais tout à fait. Mais justement, le raisonnement clinique arrive à cet aboutissement justement du jugement clinique et de l'hypothèse infirmière. L'idée étant, dans ces temps de raisonnement clinique, d'aller jusqu'à la formulation de cette hypothèse, de ce jugement clinique, de développer même la pensée critique et d'évaluer concrètement, c'est ce qui nous différencie de certaines réflexions cliniques, d'arriver concrètement à une mise en action pratique, à déterminer des axes sur lesquels on va pouvoir se positionner notre action de soins. Ces temps-là finissent par l'élaboration justement de ce jugement clinique et de cette élaboration, oui. En ce qui me concerne, je considère ça comme un pléonasme. C'est-à-dire que la clinique, ça suppose le jugement, le raisonnement et tout ça. Et s'il n'y a ni jugement ni raisonnement, c'est pas de la clinique, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je voulais vous poser une question, peut-être que ça m'a échappé. Est-ce que dans ce que vous avez obtenu comme résultat, vous avez pu mettre en évidence un peu le dispositif de l'entretien? C'est-à-dire les entretiens peuvent se mener de façon différente en fonction du patient. Et est-ce que vous avez pu mettre en évidence qu'au-delà du discours du patient, ou du soignant d'ailleurs, dans l'entretien, ce qui joue beaucoup aussi, c'est, justement on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la façon d'être. Oui. En fait, c'est la représentation du patient. C'est-à-dire qu'on travaille sur une image.
Pas forcément sur la technique utilisée par le soignant. C'est vraiment... donc, en parallèle, on va entamer une partie qui va regarder vers les soignants où on pourra répondre aux questions de technique. Mais là, sur cette partie, ça serait très présomptueux et rock'n'roll d'en déduire quoi que ce soit. Je ne pense pas que les psychiatres aient aucune technique. C'est la façon dont les patients perçoivent le rôle du psychiatre. Alors pour écarter aussi un certain nombre de choses, pour mesurer les discours, il y a un collègue de Saint-Égrève, de l'IFSI de Saint-Égrève, qui a accepté de soumettre le questionnaire à des étudiants de première année qui n'ont pas fait de stage en psychiatrie. Toujours pareil, pour voir si le discours des patients se rapproche de celui de presque profane. Merci. Il y a encore une question ? Oui, ben voilà, je vous pose la question parce que vous apportez des concepts psychanalytiques avec une démarche un peu... C'est comme si dans un endroit de soins, le soin psychique, il n'y a que des infirmiers et des médecins. Et là, ça m'interroge, déjà premièrement, parce qu'il y a une secrétaire, il y a une assistante sociale, il y a des psychologues, il y a 4 infirmiers, il y a, ben voilà, il y a toute une équipe, déjà premièrement. Et vous, comme vous avez évoqué en disant le patient est considéré comme objet de soin, et je m'interroge, parce que si le patient est considéré comme objet de soin, dans ce cas-là, est-ce que dans les entretiens infirmiers, c'est-à-dire il n'y a pas des enjeux narcissiques qui interviennent, et dans ce cas-là, l'écoute méta telle que vous évoquez n'aura pas sa place. C'est-à-dire si on considère le patient comme sujet de soin, là je suis d'accord avec vous, avec tous les concepts psychanalytiques que vous abordez. Je ne sais pas où vous travaillez, mais il n'y a pas que des médecins et des infirmiers dans un lieu de soins. Il y a une seule occurrence pour le mot psychologue. Aucune pour le cadre, aucune pour... nous ne faisons que rapporter les propos des patients. Une seule occurrence pour psychologue. Aucune occurrence pour cadre. Aucune, évidemment, occurrence pour cadre sup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, on est au début... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que chercheur ? On est au début de l'exploration, donc on peut faire des hypothèses, mais quant au fait que le patient soit objet de soin, je ne repère pas en quoi quelqu'un qu'on va attacher est un sujet. Ah bon ? Non. Quelqu'un qu'on attache, on attache un animal, on n'attache pas un sujet. Je vous laisserai continuer.